L'arrogante socialite Elena Vasconcelos a humilié jusqu'à la mort une vieille femme de ménage dans son club élitiste, mais elle n'aurait jamais imaginé que cette dame en uniforme usé cachait un secret dévastateur. Le talon aigu s'échoua sur le sol en marbre du club Elite Millennium, marquant le rythme de l'arrogance de Elena Vasconcelos. Sa robe Versace rouge contrastait avec la simplicité de l'uniforme gris de la dame qui nettoyait le sol, accroupie dans un coin discret du salon principal. « Quelle incompétence !» s'écria Elena, jetant délibérément son verre sur le sol fraîchement ciré. « Regarde ça, même pas capable de nettoyer correctement. » La dame aux cheveux gris, qui devait avoir environ 70 ans, leva les yeux fatigués. Ses mains tremblantes serrèrent le chiffon avec force, alors qu'elle tentait de se relever pour nettoyer le nouveau désordre. « Je suis désolée, madame, » murmura Donna Antonia, sa voix à peine un chuchotement. « Je vais nettoyer tout de suite. » Elena roula des yeux, un sourire cruel jouant sur ses lèvres peintes en rouge. Les autres membres du club observaient la scène, certains mal à l'aise, d'autres avec des sourires complices. « Tu sais quel est ton problème ?» continua Elena, tournoyant autour de la dame comme un prédateur. « Tu es trop lente, trop vieille. Ce club mérite mieux. Je paye une fortune d'adhésion pour devoir regarder cette incompétence. » Donna Antonia tentait de garder sa dignité en nettoyant le liquide renversé, ses mains tremblant de plus en plus. La sueur coulait sur son front et sa respiration devenait de plus en plus lourde. « Peut-être, » s'approcha Elena, chuchotant de manière à ce que tout le monde puisse entendre, « tu devrais être dans un foyer, pas ici à gêner des gens importants. » Le salon tomba dans le silence. Une jeune femme fit mine de s'approcher pour aider, mais son mari la retint par le bras, secouant la tête en signe de négation. « Regarde-toi, » continua Elena, prenant un autre verre du serveur qui passait. « Tu n'es même pas capable de te pencher correctement. Tu veux voir comment l'on fait ?» Elle inclina le verre, menaçant de renverser plus de liquide. « Je vous en prie, » implora Donna Antonia, son visage devenant pâle. « Je ne me sens pas bien. »« Ah, maintenant tu vas faire semblant d'être mal ?» Typique. Toujours une excuse, toujours une. Les mots d'Elena furent interrompus par le bruit sourd du corps de Donna Antonia tombant au sol. Le chiffon glissa de ses mains, et ses yeux se fermèrent, alors que son corps convulsait légèrement. « Au secours !» cria quelqu'un. « Appelez une ambulance !» Elena recula d'un pas, le verre toujours en main, observant la scène avec un mélange de mépris et d'inquiétude. « Elle fait clairement semblant », déclara-t-elle, mais sa voix trembla légèrement. L'ambulance arriva dans 15 minutes. Les paramédics travaillèrent rapidement, leurs expressions graves tandis qu'ils s'occupaient de Donna Antonia. Elena resta dans le salon, désormais vide, jouant avec son téléphone comme si rien ne s'était passé. « Madame Vasconcelos !» Un agent de sécurité s'approcha, son expression sérieuse. « Nous avons besoin de votre témoignage sur l'incident. » « Témoignage ? Quel absurde ! C'est elle qui est trop faible pour travailler ici. Ce n'est pas ma faute si elle ne supporte pas le travail. » 3 jours plus tard, Elena était dans son appartement lorsqu'elle reçut la convocation. Ses yeux parcoururent le document officiel et un rire sarcastique échappa de ses lèvres. « Un procès ? Cette vieille a eu l'audace de me poursuivre ?» Elle jeta le papier sur la table basse en verre. « Lucas !» appela-t-elle son avocat sur le portable. « Résous ça. Offre-lui de l'argent, je ne sais pas. Ne m'embête juste pas avec ces bêtises. » De l'autre côté du fil, Lucas s'éclaircit la gorge. « Elena, l'affaire a été confiée au docteur Marcelo Santos. » Et alors ? « Eh bien, il est connu pour ses sentences, différentes. Peut-être devrais-tu prendre cela plus au sérieux. » Elena raccrocha le téléphone d'un geste irrité. Qui pensait-elle être, cette femme de ménage? Et quel juge oserait créer des problèmes pour une Vasconcelos? Son nom ouvrait toutes les portes de São Paulo. Ce n'était qu'une question de temps, avant que tout cela ne devienne juste une histoire à raconter lors de ses dîners de charité. Ce qu'Elena ne savait pas, c'était qu'à cet exact moment, le docteur Marcelo Santos était dans son bureau, examinant attentivement les enregistrements des caméras de sécurité du club, un sourire énigmatique sur le visage, tandis qu'il planifiait quelque chose qui changerait à jamais la vie de cette mondaine gâtée. Le soleil venait à peine de se lever lorsque la dernière Mercedes de Elena se gara en désordre devant le tribunal. Elle descendit de la voiture en ajustant ses lunettes de soleil de marque, ignorant complètement la place réservée aux personnes handicapées qu'elle avait occupée. Ses talons claquaient sur le sol froid,
tandis qu'elle vérifiait les messages, sur son téléphone, en retard encore une fois, comme si son temps valait plus que celui de la justice. Madame Vasconcelos, Lucas, son avocat, l'attendait anxieusement à l'entrée. L'audience a commencé il y a 20 minutes. Relax, répondit-elle sans quitter l'écran des yeux. Ils attendent toujours. Lucas avala sa salive, connaissant bien ce ton. C'était le même qu'elle avait utilisé au club, peu avant que Donna Antonia ne s'effondre au sol. Les images des caméras de sécurité le hantaient encore. Lorsque les portes de la salle d'audience s'ouvrirent, le silence était glaçant. Le docteur Marcelo Santos leva les yeux de ses documents, son regard perçant rencontrant celui d'Elena, par-dessus ses lunettes de lecture. « Madame Vasconcelos, je suis heureux que vous ayez décidé de nous honorer de votre présence. » Sa voix était calme, presque gentille, mais portait un poids qui fit remuer Elena sur sa chaise. « J'imagine que vous avez dû avoir un engagement très important pour être si en retard. »« En fait, docteur, » commença Elena avec son sourire préparé, le même qu'elle utilisait pour charmer les serveurs et obtenir les meilleures tables dans les restaurants. Le trafic était terrible et nous épargnez ça, l'interrompit. Le juge, maintenant un ton serein. J'ai ici les images du moment où vous vous êtes garé. Il y a exactement, consulta sa montre, 47 minutes, dans l'espace réservé aux personnes handicapées que je dois ajouter. Le sourire d'Hélène vacilla. Lucas se tortillait mal à l'aise à ses côtés, anticipant déjà le désastre. « Mais allons à l'essentiel », continua le juge, feuilletant un dossier. « Vous êtes ici aujourd'hui pour répondre de vos actions au Club Elite Millennium le 15 du mois dernier. Actions qui, je dois le dire, ont été méticuleusement enregistrées par les caméras de sécurité. Docteur, si vous me permettez, Lucas essaie d'intervenir. Ma cliente est prête à faire un accord financier généreux pour... » Silence. La voix du juge, bien que basse, glaça l'air de la salle. « J'ai quelque chose de plus grave à communiquer. » Il marqua une pause, ses yeux retrouvant encore ceux d'Hélène. « Madame Antonia est décédée hier soir. » Le choc parcourut la salle. Hélène cligna plusieurs fois des yeux, son masque d'indifférence tremblotant légèrement. « Comment ça ?» demanda-t-elle, sa voix perdant un peu de sa hauteur. « Complication. Cardiaque, expliqua le juge. Le stress de l'incident au club a aggravé une condition préexistante. Elle était hospitalisée depuis ce jour-là, luttant pour sa vie, pendant que vous, probablement, avez continué votre routine d'événements sociaux sans même penser à elle. » Hélène sentit son estomac se retourner. La mort ne faisait pas partie de ses plans. Elle savait gérer les scandales, l'argent résolvait tout, mais la mort c'était différent. Considérant la gravité de la situation, continua le docteur Marcelo, et après une analyse minutieuse du dossier, j'ai pris une décision concernant votre sentence. Lucas se pencha en avant, préparant déjà des arguments pour faire appel. Hélène. Vasconcelos, vous êtes condamné à travailler comme aide de nettoyage à l'hôpital Santa Cruz, le même où Madame Antonia est décédée, pour une période de 6 mois. Quoi? Hélène se leva brusquement. C'est ridicule, je ne vais... Pas... Silence. Cette fois la voix du juge tonna. Je n'ai pas fini. Si vous ne respectez pas la sentence, tous les biens de la famille Vasconcelos seront immédiatement saisis. Vous ne pouvez pas faire ça, protesta-t-elle, le visage rouge de rage. Je peux, et je le fais, répondit-il calmement. Votre famille a des affaires avec le gouvernement, n'est-ce pas? Ce serait dommage si certaines enquêtes commençaient à circuler. Hélène tomba assise, sentant le sol disparaître sous ses pieds. Lucas feuilletait frénétiquement ses documents, cherchant une faille légale. « Le travail commence demain à 6 heures du matin, » continua le juge. « Vous vous présenterez à la superviseure Maria Dasdores. Votre service sera de 8 heures, comme tout employé normal. Et non, vous ne pourrez pas payer quelqu'un pour faire le service à votre place. Il y aura un contrôle constant. Mais mes engagements, mon emploi du temps, seront annulés, » compléta-t-il. « Considérez cela comme une opportunité de expansion de vos horizons. » Lorsque Hélène quitta le tribunal, ses jambes tremblaient, le soleil brûlant faisait picoter ses yeux, même à travers les lunettes de luxe. Pour la première fois de sa vie, son nom de famille, son argent et ses contacts ne pouvaient pas la sauver. « Lucas !» elle appela sa voix tremblante. « Comment peut-il faire ça ?»« Le docteur Marcelo Santos est connu pour ses sentences non conventionnelles, » expliqua l'avocat en desserrant sa cravate. « Il croit à la justice réparatrice et
Eh bien, il a des connexions assez puissantes pour compliquer la vie de votre famille. Elena observa son reflet dans la vitrine d'un magasin. La robe de marque, les bijoux chers, les cheveux parfaitement coiffés. Tout cela lui semblait désormais une armure trop fragile pour la protéger de ce qui s'en venait. Sur le trottoir d'en face, une vieille dame passait avec son chariot de nettoyage, probablement en route pour une nouvelle journée de travail. Elena frissonna. Dans moins de 24 heures, elle serait à la place de cette femme. Ce qu'elle ne savait pas, c'était que le docteur Marcelo Santos observait tout depuis sa fenêtre au 3e étage, un sourire énigmatique sur ses lèvres tout, en passant un appel. « Maria ? Oui, elle va venir demain. Prépare tout comme convenu. Et non, ne lui facilite rien. Il est temps que quelqu'un donne une leçon aux Vasconcelos. » L'horloge n'avait même pas encore sonné 5h30 du matin lorsque Elena franchit les portes automatiques de l'hôpital Santa Cruz. L'uniforme gris, 3 tailles trop grand pour son mannequin habituel, faisait démanger sa peau. Ses yeux, sans maquillage et gonflés par une nuit peu reposante, parcoururent le hall à la recherche de Maria das Dores. En retard, une voix ferme coupa l'air. La superviseure, une femme noire d'âge moyen, avec des cheveux gris relevés en A. Un chignon sévère l'observait les bras croisés. « Il est 5h27. Le service commence à 5h15, mais le juge a dit 6h. » protesta Elena, sa voix encore rauque de sommeil. « Le juge a dit que vous deviez vous présenter à 6h. Le service commence à 5h15, répondit Maria sans changer de ton. Deuxième règle enfreinte. La première était de venir sans les cheveux attachés. Ici, il y a un protocole, mademoiselle. Elena porta instinctivement la main à ses cheveux lâchés, ressentant le premier coup à sa vanité. Maria lui tendit un simple élastique noir, un de ceux qu'Elena n'aurait jamais pensé à utiliser dans des circonstances normales. Première halte. Aile nord, 2e étage, instruit Maria en marchant. C'est là où donna Antonia. Elle marqua une pause significative, observant Elena se raidir. Eh bien, vous allez commencer par là. L'ascenseur de service était étroit et sentait le désinfectant. Elena s'appuya contre le mur, essayant de ne rien toucher. Une mémoire soudaine envahit son esprit. Elle, à 7 ans, cachée derrière un rideau pendant que la femme de ménage recevait une réprimande de sa mère pour avoir cassé un vase. Incompétente, tu ne sais même pas nettoyer correctement. La voix de sa mère résonnait dans sa mémoire. « Hé, réveille-toi !» La voix de Maria la ramena. « Prends ton chariot. Et non, il n'est pas motorisé, » ajouta-t-elle avec un demi-sourire, en voyant l'expression d'Elena. Le couloir du 2e étage semblait interminable. Des infirmières passaient rapidement. Quelques patients marchaient lentement appuyés sur leur support de perfusion, et l'odeur de l'hôpital lui retournait l'estomac. « Madame Zeffa !» appela Maria. Une dame noire au sourire gentil s'approcha, ses mains calleuses posées sur le manche d'un balai. « Voici Elena. Elle va travailler avec vous aujourd'hui. » Zeffa observa Elena de haut en bas, ses yeux sombres semblant voir au-delà de la surface. « Ah, vous êtes la fille du club, » dit-elle simplement. Elena sentit son visage s'enflammer. « Écoutez, je ne... Antonia était mon amie, » continua Zeffa, sa voix calme mais ferme. « Nous avons travaillé ensemble pendant 15... Tiens, elle avait un cœur plus grand que le monde, vous savez, même quand on la traitait mal. » Le silence qui suivit pesait des tonnes. Elena fixa les yeux au sol, ressentant chaque mot comme une aiguille dans sa conscience. « Commençons par la chambre 207, » indiqua Zeffa. « Le patient a quitté ce matin. Besoin d'un nettoyage complet. » Les heures suivantes furent un flou d'activités que Elena n'aurait jamais imaginé faire. Ses mains, habituées uniquement aux coupes de champagne et aux volants de voitures importées, frottaient désormais des sols, changèrent des draps et transportaient des sacs poubelles. « Pas comme ça, » corrigeait patiemment Zeffa. « Le mouvement est circulaire, de l'intérieur vers l'extérieur, et n'oublie pas les coins. » Vers 10h du matin, pendant une pause pour l'eau, Elena remarqua un petit placard au bout du couloir. La porte était entr'ouverte et quelque chose attira son attention. « C'était son placard », commenta Zeffa, remarquant son regard. « D'Antonia. Personne n'a encore eu le courage de le vider. » Elena s'approcha hésitante. À l'intérieur du placard simple, en plus de l'uniforme supplémentaire et de quelques effets personnels, il y avait une boîte à chaussures usée. Lorsqu'elle l'ouvrit, son cœur s'arrêta un instant. C'étaient des lettres, des dizaines. D'entre elles, certaines jaunies par le temps. « Elle gardait toutes », expliqua Zeffa.
des lettres des patients qu'elle a aidés au fil des ans. Elle disait que c'était son véritable salaire. Avec les mains légèrement tremblantes, Elena prit l'une des lettres. La calligraphie irrégulière racontait l'histoire de comment Antonia avait fait des heures supplémentaires, sans rien demander, s'occupant d'un enfant dont les parents ne pouvaient pas payer un hôpital privé. Elle faisait toujours ça, continua Zefa. Elle restait après l'heure, donnait son goûter à ceux qui avaient faim, parfois même payait des médicaments de sa poche. Elena déglutit, se rappelant du verre qu'elle avait renversé délibérément pour humilier cette même femme. Au fond de la boîte, une ancienne photo attira son attention. Elle montrait une jeune femme, qu'elle reconnut comme Antonia, à côté de... Son cœur se glaça. Cet homme sur la photo, souriant à ses côtés, pourquoi lui semblait-il si familier? Que c'est intéressant d'avoir trouvé ça. Une voix grave retentit derrière elle. Elena se retourna pour trouver le docteur Marcelo Santos, debout dans le couloir, les mains dans les poches de son lab coat blanc. Certaines histoires ont plus de couches que nous ne l'imaginons, n'est-ce pas? Avant qu'Hélène puisse répondre, une urgence au bout du couloir attira l'attention de tous. Une jeune femme s'était évanouie, et sa petite fille hurlait désespérément. « Vite !» ordonna Zefa. « Nous devons dégager le passage pour la civière. » Pour la première fois de sa vie, Hélène n'hésita pas avant d'agir. Ses mains, désormais calleuses, après seulement quelques heures de travail, se déplacèrent avec urgence pour aider. Alors qu'elle poussait son chariot pour libérer le passage, ses yeux se posèrent à nouveau sur la photo dans l'armoire d'Antonia. Cet homme, pourquoi ressemblait-il tant à son père plus jeune? Et pourquoi y avait-il une annotation au dos de la photo avec le nom Vasconcelos? La photographie tremblait dans les mains d'Hélène alors qu'elle l'observait pour la 1000e fois pendant sa pause déjeuner. La date au dos, 1985, et le nom Vasconcelos faisait retourner son estomac. Assise dans le petit réfectoire des employés, elle avait à peine touché à sa gamelle, quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé avoir à apporter au travail un jour. « Tu regardes encore cette photo ?» demanda Zefa, s'asseyant en face d'elle avec une tasse de café noir. « Tu as changé depuis que tu l'as trouvée. » Hélène leva les yeux, hésitante. 2 semaines s'étaient écoulées depuis son premier jour, et quelque chose en elle commençait à changer, même si elle luttait contre cela. « Zefa, commença-t-elle, sa voix plus douce que d'habitude, sais-tu pourquoi Donna Antonia gardait cette photo? Qui est cet homme à ses côtés ?» La dame prit une gorgée de café avant de répondre, ses yeux révélant qu'elle en savait plus qu'elle ne le laissait entendre. « Antonia ne parlait jamais beaucoup de ça. Je sais juste que c'était quelqu'un d'important dans sa vie, quelqu'un qui a tout changé. » À ce moment-là, le téléphone d'Hélène vibra. C'était un message de son père. « Où es-tu passé? Ça fait des semaines que tu n'apparais pas aux événements. Ils commencent à poser des questions. » Elle ignora le message, reportant son attention sur les lettres qu'elle avait trouvées avec la photo. Chacune racontait une histoire différente de bonté et de dévouement d'Antonia. Comment quelqu'un qu'elle avait traité avec tant de mépris avait-il pu toucher tant de vies? « Chaise, urgence aux chambres 215 !» cria une infirmière passant rapidement par le réfectoire. Hélène et Zefa se levèrent instantanément, un réflexe qu'Hélène ne réalisa même pas avoir développé. En arrivant à la chambre, elles trouvèrent une situation chaotique. Un patient âgé avait renversé son plateau et le sol était recouvert de nourriture et de morceaux de verre. L'homme pleurait, honteux. « Je suis désolé, » répétait-il. « Mes mains, elles ne cessent de trembler. » Avant que Zefa puisse agir, Hélène était déjà à côté de l'homme, une main sur son épaule. « Ne vous inquiétez pas, » dit-elle doucement. « Les accidents arrivent. Nous allons nettoyer ça en un instant. » Zefa observa la scène avec un petit sourire, se rappelant comment Antonia faisait exactement la même chose. Alors qu'elle nettoyait la chambre, le docteur Marcelo Santos passa la porte, apparemment par hasard. Ses yeux ont croisé ceux d'Hélène un instant, et elle aurait juré avoir vu une lueur de satisfaction dans son regard. « Monsieur José, » dit-il au patient, « je vois que vous êtes entre de bonnes mains. Madame Antonia serait fière, » ajouta-t-il en regardant directement Hélène. Ces mots frappèrent Hélène comme un coup de poing. Pourquoi le juge semblait-il toujours en savoir plus qu'il ne le montrait? À la fin de son service, alors qu'elle rangeait son uniforme dans le petit casier qui était maintenant le sien, Hélène trouva une enveloppe jaunie qui n'y était pas auparavant. À l'intérieur se trouvait une lettre ancienne, datée de 1986, écrite par son père. « Ma chère Antonia,
Ce que nous avons fait était une erreur. Ma famille n'accepterait jamais. Il vaut mieux que nous oublions tout et que nous suivions nos chemins. L'argent que j'ai envoyé devrait suffire à réinventer ta vie loin d'ici. Roberto Vasconcelos. Hélène sentit le monde tourner. Les mots de son père, écrits tant d'années auparavant, révélaient une histoire qu'elle n'avait jamais imaginé exister. Certaines vérités prennent du temps à émerger. La voix du docteur Marcelo résonna de nouveau derrière elle. Mais quand elles le font, elles peuvent tout changer. Vous le saviez, murmura Hélène, ses mains tremblant. C'est pour ça cette sentence spécifique, pour ça cet hôpital. Votre mère sait-elle cette histoire? Demanda-t-il, ignorant son accusation. Hélène secoua la tête négativement, se remémorant les commentaires acerbes de sa mère sur les gens de classe basse. À ce moment-là, son portable vibra à nouveau. C'était une notification d'un magazine de société en ligne. L'héritière des Vasconcelos disparue. Des sources affirment qu'elle travaille comme femme de ménage dans un hôpital public. La panique initiale fut remplacée par une étrange sensation de soulagement. C'était comme si, pour la première fois, les masques tombaient. Tu sais, commenta Zepha, s'approchant avec quelques papiers en main. Antonia disait toujours que tout le monde a une histoire que les autres ne connaissent pas. Toi aussi. Hélène prit les papiers que Zepha lui tendait. C'étaient d'autres lettres, toutes adressées à son père, jamais envoyées. Dans chacune, Antonia racontait l'histoire d'une enfant, une fille qu'elle avait été forcée de donner, à l'adoption. La date, murmura Hélène, son cœur presque arrêtant. 9 mois après la photo, le docteur Marcelo posa une main sur son épaule. Parfois, nous devons tout perdre ce que nous pensions être pour découvrir qui nous sommes vraiment. Le couloir de l'hôpital, jadis si intimidant, semblait maintenant le témoin silencieux d'une vérité qui commençait à se révéler. Hélène rangea les lettres dans son sac, sachant que sa vie ne serait plus jamais la même. Demain, dit-elle, plus pour elle-même que pour les autres, je dois avoir une conversation sérieuse avec mon père. Parfois, commenta Zepha, le véritable nettoyage que nous devons faire n'est pas celui que nous voyons avec les yeux. Alors qu'elle sortait de l'hôpital, Elena remarqua que les caméras de quelques paparazzi l'attendaient déjà dans le parking. Mais pour la première fois de sa vie, son image publique était la moindre de ses préoccupations. Dans son esprit, une seule question résonnait. Qui était vraiment Antonia? Et pourquoi son père avait-il choisi de cacher cette histoire pendant tant d'années? Les flashs des appareils photo éblouissaient Elena, alors qu'elle traversait l'entrée du manoir des Vasconcelos. Les gros titres sensationnalistes sur son travail servile circulaient déjà dans tous les tabloïds, mais elle se souciait, à peine du tumulte autour d'elle. Dans ses mains, l'enveloppe contenant les lettres d'Antonia pesait plus que tous les bijoux qu'elle avait portés. « Où tu pensais aller habillée comme ça ?» La voix tranchante de sa mère, Béatrice Vasconcelos, résonna dans le hall d'entrée. « Ce n'est pas assez de honte que tu nous fais subir ?» Elena ignora le commentaire sur son uniforme d'hôpital, qu'elle avait délibérément choisi de ne pas changer. « Où est papa ?»« Ton père est occupé avec... »« Où est-il » répéta Elena, sa voix portant une fermeté qui l'étonna même elle-même. « Au bureau » répondit Béatrice, remarquant quelque chose de différent chez sa fille. Mais il a demandé à ne pas être dérangé. Elena monta les escaliers en marbre, ses chaussures, de travail usées faisant un bruit étrange sur le sol poli. Elle s'arrêta un moment devant l'énorme photo de famille accrochée au mur, elle à 5 ans, assise sur les genoux de son père, sa mère debout à côté, tous souriant parfaitement. Une image aussi préparée que fausse. Sans frapper, elle ouvrit la porte du bureau. Roberto Vasconcelos leva les yeux des documents qu'il lisait, son expression changeant d'irritation à inquiétude en voyant l'état de sa fille. Elena, que signifie... Elle jeta les lettres sur sa table, la photo de 1985 dessus. « Je pense que tu as quelque chose à me dire, papa. » Roberto pâlit en voyant l'image. Ses mains, toujours si fermes pour signer des contrats de millions, tremblèrent en touchant la vieille photographie. « Où as-tu trouvé ça ?» murmura-t-il. « Dans son armoire. À l'hôpital où elle est morte. Où je travaille depuis des semaines, grâce à un jugement qui a maintenant beaucoup plus de sens. » Elena tira une chaise, s'asseyant en face de son père. Qui était vraiment Antonia? Roberto se leva, marchant vers la fenêtre. Un moment, il parut beaucoup plus vieux et fatigué que Elena ne l'avait jamais vu. Elle était tout ce que je n'ai pas eu le courage de défendre.
commença-t-il, la voix tremblante. Nous nous sommes rencontrés avant que je n'hérite de l'entreprise. Elle travaillait à l'hôpital où mon père était interné. Ce fut un coup de foudre. Elena sentit son cœur se serrer. Et ensuite, la réalité nous a frappés. Mon père s'est amélioré, il a découvert notre relation. Il m'a donné un ultimatum. Soit je rompais avec elle, soit je serais déshérité. Et moi, j'ai choisi l'argent. Mais il y avait plus, n'est-ce pas? Elena insista, tenant une des lettres non envoyées. Elle était enceinte. Roberto s'effondra lourdement sur sa chaise, des larmes silencieuses coulant sur son visage. J'ai payé pour le meilleur hôpital, j'ai veillé à ce qu'elle ait tout le confort. Et puis j'ai trouvé une famille pour adopter le bébé. Une bonne famille, riche, qui pouvait lui donner tout ce que... Quelle famille? Interrompit Elena, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. Elena, il la regarda droit dans les yeux pour la première fois. Tu as toujours été aimée. Béatrice ne pouvait pas avoir d'enfant, et quand elle a appris la grossesse d'Antonia, la pièce commença à tourner. Elena se leva brusquement, renversant la chaise. Alors cette femme que j'ai humiliée, cette femme qui est morte à cause de moi, c'était ma mère biologique? Elena, s'il te plaît. Et tu as laissé faire. Tu as vu comment je la traitais au club, comment je traitais toutes les personnes qui travaillaient pour nous, et tu n'as jamais rien dit. Je ne savais pas qu'elle travaillait là, protesta Roberto. J'ai perdu contact avec elle il y a des années. Quand j'ai vu les nouvelles de ce qui s'est passé au club, il était déjà trop tard. Un bruit à la porte les interrompit. Béatrice était là, pâle comme un fantôme. Alors c'est vrai, dit-elle, sa voix tremblante. Toutes ces années... Béatrice, je peux expliquer. Expliquer quoi? S'écria Elena. Comment vous avez construit notre famille sur des mensonges? Comment vous m'avez laissé devenir ce monstre? Elle prit son téléphone, ouvrant l'une des dernières nouvelles à son sujet. Héritière Vasconcelos, de socialite à servante, la chute d'une dynastie. Les photos d'elle nettoyant l'hôpital en uniforme étaient partout. Tu sais quoi? Dit-elle, sa voix désormais étrangement calme. Ce n'est pas une chute. Pour la première fois de ma vie, je suis exactement là où je devrais être. Elena, réfléchis bien, implora son père. Nous avons une réputation à préserver. Nous pouvons régler ça, engager une bonne agence de presse. Régler? Comment as-tu réglé avec Antonia? Avec de l'argent et du silence? Elle reprit les lettres, les rangeant soigneusement dans son simple sac de travail. C'est fini, père. La Elena que vous avez élevée est morte le même jour qu'Antonia. Que vas-tu faire? Demanda Béatrice, sa voix à peine audible. Je vais honorer l'héritage de ma véritable mère. Et vous pouvez garder tout cet empire de mensonges. Quand Elena quitta le manoir, les paparazzi étaient encore là. Mais au lieu de se cacher, elle s'arrêta devant eux. « Vous voulez une histoire ?» dit-elle, sa voix claire et ferme. « Je vais vous donner une vraie histoire. » À l'hôpital, Zépha trouva Elena assise dans le petit vestiaire des employés, encore en train de digérer tout ce qu'elle avait découvert. « Savais-tu qu'Antonia disait toujours que tu avais ses yeux ?» commenta doucement Zépha. « Je pense qu'au fond, elle a toujours su qui tu étais. » Elena leva les yeux, rouge d'avoir pleuré. « Pourquoi n'a-t-elle jamais rien dit? Parce que parfois, les gens doivent trouver leur propre chemin vers la vérité. C'est ce que le docteur Marcelo a dit quand il a tout planifié. Alors il savait, depuis le début. Antonia lui a confié toutes les lettres avant de mourir. Elle savait que son temps était compté et voulait que quelqu'un puisse raconter la vérité quand ce serait le bon moment. Elena prit son chariot de nettoyage, sentant le poids familier du manche dans ses mains calleuses. « Tu sais, Zépha, pour la première fois de ma vie, je sais exactement qui je suis et ce que je dois faire. » Dehors de l'hôpital, les titres continuaient à circuler, mais racontaient maintenant une histoire différente. L'héritière Vasconcelos renonce à sa fortune familiale, la véritable histoire de rédemption et de découverte. L'horloge affichait 17h15 lorsque Elena franchit les portes de l'hôpital Santa Cruz, ponctuellement. Son uniforme était désormais parfaitement ajusté à son corps, et le badge avec son nom brillait comme une joaillerie, la seule qu'elle tenait encore. À garder. Une année s'était écoulée depuis la révélation de sa véritable origine, et l'hôpital, qui avait autrefois été sa prison, était devenu son refuge. « Bonjour, Madame Helena », salua le gardien avec un sourire respectueux. Elle lui rendit, son geste se rappelant comment, il n'y a pas si longtemps, elle aurait été incapable de remarquer son existence. Dans le vestiaire,
Tout en attachant ses cheveux en chignon réglementaire, Elena observa son reflet dans le petit miroir. Les yeux que Zepha disait être identiques à ceux d'Antonia portaient maintenant une sagesse que l'argent ne pourrait jamais acheter. « Prête pour le grand jour ?» demanda Zepha, entrant dans le vestiaire. Son sourire chaleureux était devenu l'un des piliers de force d'Elena durant cette année de transformation. « J'ai presque pas dormi », confessa Elena, ajustant son uniforme. « J'arrive encore pas à croire qu'on a réussi. Le grand auditorium de l'hôpital était rempli. Médecins, infirmiers, agents de nettoyage, tous mélangés sans aucune distinction. Hiérarchique, quelque chose d'impensable un an auparavant. Au premier rang, Dr Marcelo Santos attendait avec son sourire énigmatique habituel. Elena monta sur scène, ses mains légèrement tremblantes tenant quelques feuilles de papier. Le silence qui suivit était très différent de celui qu'elle provoquait d'habitude au club avec son arrogance. « Il y a exactement un an, » commença-t-elle, sa voix ferme malgré l'émotion, « j'ai découvert que la femme que j'ai humiliée jusqu'à la mort était en réalité ma mère biologique. Antonia n'était pas seulement une femme de ménage, elle était un ange déguisé, envoyé pour m'enseigner la plus grande leçon de ma vie. » La salle était dans un silence absolu, de nombreux yeux déjà embrumés. « Aujourd'hui, j'inaugure officiellement la fondation Antonia Vasconcelos, » continua-t-elle, dévoilant une plaque couverte. « Tout l'argent que j'ai reçu en héritage sera destiné à aider les agents d'entretien hospitalier et leurs enfants. Bourse d'études, soins médicaux, aide au logement, tout ce que ma mère n'a jamais eu, mais qu'elle a toujours offert aux autres. » Dr Marcelo se leva et se dirigea vers la scène. Quand Antonia m'a contacté, quelques semaines avant de mourir, elle m'a remis toutes ses lettres avec une seule demande, aider sa fille à trouver son vrai chemin, révéla-t-il, la voix chargée d'émotion. La sentence que j'ai prononcée n'était pas une punition, Elena, c'était un cadeau, le dernier cadeau de votre mère. Elena descendit de la scène, serrant dans ses bras le juge qui avait changé sa vie. Dans le public, elle remarqua un mouvement à la porte de l'auditorium. Ses parents, Roberto et Béatrice, étaient là, hésitant à entrer complètement. « Vous êtes venus, dit-elle en s'approchant d'eux. »« Votre mère, » commença Roberto, hésitant. « Antonia a toujours été meilleure que nous tous. Et maintenant, toi, et tu es exactement comme elle. » Béatrice, qui avait passé la dernière année à lutter avec ses propres démons, fit un pas en avant. « Pardonnez-nous, » murmura-t-elle. « Pour tout. » Elena les regarda, ressentant une paix qu'elle n'avait jamais imaginée possible. « Je ne suis plus enchaînée au passé, » répondit-elle, « et vous serez toujours mes parents aussi. Mais maintenant, nous pouvons être une vraie famille, sans mensonge, sans arrogance. » Le reste de la cérémonie se déroula comme un rêve. La Fondation avait déjà sélectionné ses premiers bénéficiaires. 20 enfants de personnel de nettoyage hospitalier recevraient des bourses d'études complètes. Parmi eux se trouvait la petite fille de Zepha. « Ta mère voit tout ça, » fit remarquer Zepha pendant la célébration, et elle sourit. À la fin de la journée, lorsque presque tout le monde était déjà parti, Elena fit sa dernière ronde à l'hôpital. Non par obligation, mais par choix. Elle avait décidé de continuer à travailler là-bas, maintenant comme superviseur du programme de formation. Elle s'arrêta devant l'ancienne armoire d'Antonia, qui était devenue un petit mémorial. La photo de sa mère jeune, souriante aux côtés de son père, était toujours là, mais maintenant accompagnée d'autres images. Antonia avec ses patients, avec ses collègues, et une dernière, prise sans qu'elle le sache, montrant Antonia, aidant une vieille dame à marcher dans le couloir. « Tu sais, » dit Docteur Marcelo apparaissant silencieusement à ses côtés, « il existe de nombreux types de richesses dans ce monde. Antonia a choisi la plus précieuse d'entre elles, le pouvoir de transformer des vies. » Elena sourit, touchant doucement la photo de sa mère. « Et maintenant, c'est à mon tour de poursuivre cet héritage, » répondit-elle. « Non pas comme Elena Vasconcelos, la socialite, mais comme la fille d'Antonia, la femme qui m'a appris que la véritable grandeur réside dans le service aux autres. » Lorsqu'elle sortit de l'hôpital ce soir-là, les agents de sécurité la saluèrent avec le même respect que d'habitude. Dans le parking, sa vieille voiture importée avait été remplacée par un modèle plus simple. Les magazines de société ne la poursuivaient plus. Son histoire était devenue quelque chose de bien plus grand qu'un simple scandale social. Dans son petit appartement, elle avait quitté le manoir des Vasconcelos depuis des mois. Elena avait rangé son uniforme avec le même soin qu'auparavant elle réservait à ses robes de créateur.
sur le mur du salon, où auparavant, il y aurait eu des tableaux chers. Il n'y avait maintenant qu'une photo. Elle et Zepha souriantes, portant leurs uniformes de travail. Son téléphone vibra avec un message du docteur Marcelo. « Antonia m'a dit une fois que son plus grand espoir était que tu trouves ta vraie valeur. Aujourd'hui, elle peut reposer en paix. » Elena s'endormit cette nuit-là avec une certitude. La vraie Elena était enfin née, non pas des privilèges des Vasconcelos, mais de l'amour inconditionnel d'une femme de ménage qui n'avait jamais abandonné sa fille, même lorsque tout semblait perdu. Et sur les murs de l'hôpital Santa Cruz, à côté de la plaque inaugurale de la fondation Antonia Vasconcelos, une phrase simple résumait tout ce parcours. La vraie valeur d'une personne ne réside pas dans ce qu'elle possède, mais dans les vies qu'elle touche.